Et là, s'en est suivi 45 minutes, 1 heure de violence intense, où il m'a fait, je pense, les pires choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Hello, moi c'est Yulan et je suis ici aujourd'hui pour vous parler des violences conjugales que j'ai vécues. J'ai rencontré mon ex-compagnon à la salle de sport. Au début de notre relation, c'était vraiment parfait, il était gentil avec moi, il me donnait toute l'attention en fait que je recherchais dans les relations précédentes que j'avais jamais eues. Très gentil, très rassurant, très protecteur. Il n'y avait aucun signe qui aurait pu me laisser croire qu'en fait c'était un monstre. La descente, on va dire, aux enfers est le premier acte qui a commencé. Finalement, c'est quand un jour on a une dispute, le ton escalade un petit peu et de là il me prend physiquement et il me met dehors. Il me met à la porte. J'ai pas de chaussons, je suis en chemise de nuit, j'ai rien. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû rentrer chez moi en faisant du stop. Et le lendemain, je suis retournée chez lui, donc récupérer mes affaires. Et il m'a accueillie avec un grand sourire, comme si de rien n'était, pardon, coucou, comment ça va? Et là, je stoppe, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que tu m'as fait hier? Et là, il me dit, ah, mais ça, c'est pas grave, t'auras juste plus à m'énerver à l'avenir et à me tenir tête. Et il continue ce qu'il fait. Je me suis pas dit c'est absolument pas normal. Je me suis dit que j'avais beaucoup de peine, ça c'est sûr. Mais lui était tellement déjà en fait entré dans ma tête à ce moment-là, en me disant t'as pas à me parler comme ça, t'as pas à t'énerver, il faut que tu restes à ta place. Et il a bien réussi en fait à maquiller finalement ses comportements anormaux. Après cet acte-là, ça a surtout été verbal en fait. Il m'a beaucoup insultée. Ça a commencé par t'es nul. Tu sais rien faire, toutes mes ex, elles sont mieux que toi. Évidemment, je suis tombée sur la pire, sachant que je répondais rarement, voire jamais à ces insultes parce que je pense que ça m'atteignait trop et j'essayais un petit peu de me voiler la face et de pas les écouter. Ça a continué ensuite avec un autre événement de violence où cette fois-ci, il m'a mis une gifle. C'était le même scénario, on avait eu un désaccord. J'étais pas du tout en train de crier. Il retourne la table, il se lève, il me met une gifle. Mais c'est une gifle qui est tellement violente, j'ai l'impression qu'elle va me disloquer ma tête. Et de là, il s'énerve et il casse plein de trucs dans l'appartement. Sauf que c'était un immeuble qui était très calme et moi, je sentais un peu la chose arriver. Les voisins ne laisseraient jamais passer ça. Ils ont même cru que c'était un cambriolage qui tournait mal. Donc, ils ont appelé la police. De là, la police, je savais qu'elle était en route et je lui ai dit, en fait, là, t'as franchi la ligne de trop. Donc, je vais partir et tu vas voir que je vais jamais revenir vers toi, en fait. Et donc, j'étais en train de ramasser mes affaires et de là, il est parti prendre un couteau dans la cuisine. Il m'a attrapé les cheveux et il m'a dit, on va voir si tu vas partir. Pas longtemps après, il y a la police qui arrive, qui tape et je leur ouvre. J'ai une trace de main énorme sur ma joue rouge qui est en train de gonfler. Ils me demandent est-ce que ça va. Et de là, je leur dis oui, ça va, c'est moi qui ai pété un câble, j'ai cassé des trucs dans l'appartement. Et donc là, ils voient que je mens et ils me disent clairement, madame, faut porter plainte. Vu que lui, il parlait pas français, j'acquiesce, je dis oui aux flics pour lui montrer que moi, je les laisserai pas entrer, que je ferai rien pour qu'ils s'en aillent le plus vite possible. Et de là, ils partent. Et pareil, je remets mes affaires comme si de rien n'était, je nettoie les bouts de verre parce qu'il avait cassé la table et la journée continue. Il y a eu beaucoup d'épisodes de violence, souvent c'était assez ponctuel, assez rapide aussi, beaucoup de pincements. Il me pinçait très fort, j'avais énormément de bleus, j'étais obligée de me cacher en fait tous les jours. Je mettais des vêtements très longs, je mettais des cols roulés, il m'étranglait, il me tirait les cheveux, il a déjà éteint des cigarettes sur moi. Mais je pense que le pire c'était la violence psychologique, sachant que plein de fois il m'a dit la vie elle serait meilleure sans toi. Tu ferais mieux de te suicider. Si j'étais ta mère et que j'avais su que j'allais t'avoir comme enfant, j'aurais avorté parce que t'es une malédiction, quoi. J'ai eu beaucoup de menaces par message où il me disait tu peux toujours essayer de partir, je te retrouverai et on verra ce qui va t'arriver. Point de suspension. Parce qu'à chaque fois, j'ai essayé de le quitter. Moi, j'ai pas ma famille ici. Donc, je pense que si j'avais eu ce noyau familial avec moi physiquement, ça aurait été beaucoup plus simple. Mais là, je craignais pour ma vie. Il me faisait peur. Des fois, il me regardait quand on se disputait avec un regard où je me disais ok, là, ça va être ma dernière heure sur Terre peut-être. À un moment donné, je décide de le quitter parce que je suis dans une période très difficile de ma vie. J'ai 2 personnes de ma famille qui sont
gravement malade. Je lui dis en fait j'ai besoin de ton soutien parce que là je vais pas tenir sinon. Parce qu'encore une fois j'avais pas ma famille avec moi. Et là il me dit j'espère qu'ils vont crever et j'espère que toi aussi d'ailleurs. Et là en fait c'est un déclic dans ma tête. Et je me dis en fait peu importe le prix de ma liberté, cette personne-là je vais la quitter. Je m'en fiche. Même si c'est au prix de ma vie, je suis prête à le faire. J'ai déposé du coup son double chez lui, j'ai récupéré ma clé à moi et de là en fait je lui ai envoyé un message en lui disant toutes ses vérités, en lui disant ce que je pensais de lui, ce que je pensais de sa famille aussi parce que sa famille le soutenait, quoi qu'il faisait. J'avais déjà essayé d'en parler à sa mère en lui disant écoutez, votre fils je le respecte, je vous respecte vous, mais c'est une personne qui est violente et qui a besoin d'aide et c'est moi qui passais pour une folle, non mon fils il va très bien, c'est toi le problème. Donc je lui envoie ce message et il répond pas. Et en fait, je comprends qu'un message comme ça ne reste jamais sans réponse et que mon temps est un peu compté. Les jours passent, entre-temps j'ai très peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mon intégrité physique. J'écris à deux de mes meilleurs amis qui sont à Paris à ce moment-là et je leur dis si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant plus de 4 heures, vous appelez la police directement. Et un mois après, je rentre chez moi assez tard après une sortie et justement j'avais mis un système de check avec mes amis pour leur envoyer un message dès que je rentrais à chaque fois. J'avais envoyé le message mais malheureusement il était là et je l'avais pas vu et donc de là il prend mes clés, il ouvre ma porte et me fait rentrer dans l'appartement et là s'en est suivi 45 minutes, 1 heure de violence intense où il m'a fait je pense les pires choses qu'on puisse faire à quelqu'un. Il a retourné mon appartement dessus-dessous, il m'a déchiré mes vêtements pour être sûr en fait que je ne m'enfuis pas parce que j'étais prête à sauter pour m'enfuir. Il m'a humiliée en me versant de l'huile dessus. J'ai pas compris pourquoi, mais en fait c'était juste de l'humiliation. Il m'a brûlée, il m'a donné des coups de poing, des coups de pied, il m'a traîné par terre par les cheveux. Et il y a un moment qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'étais en train de me traîner vers la salle de bain pour essayer de me protéger et de m'y enfermer. Et je l'entendais rire derrière. Et donc de là, il revient, il me prend ma tête, il la frappe. À un moment donné, il met son pied contre ma tête. J'ai la tête donc contre le sol. Je sens la pression monter. J'ai mal. Et là, je me dis, perdu pour perdu, autant que je crie à l'aide. Parce que jusque-là, j'avais trop peur de le faire. Et donc, j'ai hurlé de toutes mes forces. Et même ce cri m'a fait peur à moi. Et de là, j'ai entendu le voisin de dehors, en fait, me dire « Tenez bon, j'appelle la police ». Ils ont défoncé la porte, ils sont venus, ils l'ont menotté, ils l'ont emmené. Moi, ils m'ont mis une couverture. Chose assez cocasse, c'est qu'un des policiers qui était là, parce qu'ils étaient 5 du coup, était le policier avec qui j'avais déposé la main courante. Et quand il m'a vu comme ça, il a pleuré. Je pense que j'ai eu de la chance de tomber sur des policiers très humains à ce moment-là. Ils ont été très gentils, très patients. Après cet événement, je suis allée au poste de police, j'ai porté plainte, j'étais avec le médecin légiste, à l'hôpital aussi. Et là, j'en ai parlé à ma famille. Et c'était la douche froide. Et ils ont réalisé qu'en fait, ils auraient pu me perdre. Et je pense que c'est très dur pour des parents d'entendre ça, surtout quand ils sont loin. Et je m'en veux de leur avoir fait subir ça. Alors j'ai porté plainte contre lui. Les policiers m'ont vraiment motivée pour ne pas me désister parce qu'ils m'ont expliqué que souvent les victimes avaient très peur. Et au départ c'est pas quelque chose que je comprenais, mais je me suis rendu compte que c'est vrai. Et j'avais peur pour moi. Je leur ai dit mais si je le fais en fait je risque ma vie. Et ils me disaient non ça va aller, il faut que vous le fassiez. Donc j'ai porté plainte. Il a fait 48 heures de garde à vue. Après il est sorti. Moi j'étais pas encore dans l'optique de partir de la France pour me protéger parce que je me disais ça va bien se passer. Il a quand même fait 48 heures de garde à vue. Maintenant, ça va bien se passer, il va y avoir l'audience, etc. Mais non, il y avait une ordonnance restrictive pour pas qu'il m'approche, pour pas qu'il me contacte. Il a fait tout le contraire. Il m'a contacté, il m'a écrit, il m'a menacé, sa famille m'a menacé. À un moment donné, je vais dans la rue pour acheter quelque chose, je le vois à ma droite en voiture. Je prends une photo de la voiture. Je prends une photo de la plaque, on le voit dans la voiture. Je retourne au poste de police, je leur montre les messages, la voiture, je leur dis je fais quoi? Parce que là, la prochaine étape, c'est un couteau dans ma gorge.
Et là, ils me disent, on est vraiment désolé, mais on peut rien faire de plus. Et de là, je prends des billets, je rentre à Madagascar. Ensuite, je suis rentrée, et il y a eu l'audience, et il a rien eu du tout. Rien eu du tout. Il a vécu sa meilleure vie, en fait, et il est allé plus loin que ça. Il a même écrit à une bonne connaissance à moi, en lui disant est-ce que ça te dirait qu'on se voit, j'ai quelque chose à fêter. Étant donné qu'il travaillait en ambassade, j'ai envoyé un message aux personnes que je connaissais là-bas en leur disant voilà votre collègue en fait, qui c'est vraiment. C'est vraiment la dernière arme que j'avais, et quand on se sent pas écouté et que finalement on voit la personne qui est là tranquille, qui vit sa meilleure vie, c'est inaudible, c'est pas acceptable. Juste, je pouvais pas en fait. Ce que j'ai envie de donner comme conseil aux victimes, c'est de toujours avoir espoir. C'est sûr qu'il y a une période où c'est difficile, où on a mal, où on se dit je vais jamais réussir à me reconstruire. J'aurais jamais pensé m'en sortir, honnêtement. J'aurais jamais pensé. Mais il faut avoir foi et se dire que la vie elle est belle, elle est longue, il y a des choses qui nous attendent. Et je pense à toutes ces femmes finalement qui sont décédées et qui n'ont pas cette chance justement. Et je pense que si elles pouvaient y réfléchir à 2 fois aujourd'hui, elles l'auraient prise. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Ça a eu un prix, certes, mais aujourd'hui, je suis heureuse et je regrette absolument pas de l'avoir fait. Donc vraiment, n'ayez pas peur. N'attendez pas qu'il y ait un mariage en pensant que ça va sauver la situation. N'attendez pas qu'il y ait un enfant en se disant que ça va améliorer les choses. Vraiment, fuyez, partez. Si vous le pouvez, si vous avez les moyens, partez loin de cette personne.